Il ne reste que quelques mois pour accomplir les objectifs du millénaire. Pour le président de Unitaid, c'est la course contre la montre. Cet organisme de développement est à la pointe de financements innovants, notamment dans le combat contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Philippe Douste-Blazy, ex-ministre dans le gouvernement français et président de Unitaid, il y travaille sans relâche. Il est mon invité dans The Global Conversation. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. J'ai évoqué le sida, qui fait partie des objectifs, l'éradiquer fait partie des objectifs du millénaire. C'est étrange parce qu'on ne parle presque plus de cette maladie. Pourquoi? Le sida est une maladie de la pauvreté. Et si vous me le permettez, je vais vous expliquer ce que nous faisons. Nous voulons éradiquer l'extrême pauvreté qui ne fait qu'augmenter dans le monde aujourd'hui. Or, comment faire pour aider les plus pauvres? Avec quel argent? Quand la plupart des pays dits riches sont plus ou moins en faillite. Comment demander à un député grec, italien, espagnol, français, américain, même, de donner plus d'argent? Donc, nous avons inventé une petite idée. Ça s'appelle les financements innovants, c'est de prendre une toute petite, microscopique, indolore contribution, 1 euro par billet d'avion par exemple, et on le donne dans une organisation qui s'appelle Unitaid. Je voulais juste vous poser une question. Alors si c'est $1, il y a quand même pas mal de pays qui sont réticents. Pourquoi sont-ils réticents? Je ne comprends pas. Il y a 194 pays, nous sommes 14 à avoir mis en place ce petit système d'1 euro par billet d'avion. Mais avec ça, nous avons pu récolter plus de 2 milliards de dollars. Parmi les enfants qui ont le sida dans le monde, parmi ceux qui sont soignés, 8 sur 10 le sont, grâce à cette petite idée. Alors nous allons revenir sur cette question de financement innovant, mais j'aimerais bien regarder un peu la question du sida, parce qu'en 2013, il y a un peu plus d'1 an, l'ex-président Jacques Chirac, qui est aussi fondateur de Unitaid, a dit que grâce à Unitaid, on pouvait imaginer éradiquer le sida. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sera possible? Et si oui, quand? Alors, c'est possible, mais il faut de l'argent pour cela. Chaque fois qu'on aide les plus pauvres, il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est comme si on arrosait le désert ou du sable avec de l'eau ». Ce n'est pas vrai. Regardez la rougeole. Avec le vaccin contre la rougeole, on a diminué de 98% la mortalité. On pourrait faire pareil avec le sida. Prenez un exemple. Les enfants qui ont le sida, il y en a 3 millions dans le monde. Il n'y a que 700 000 enfants qui ont le sida, qui sont soignés, parce qu'on les laisse tomber. Ce sont les plus pauvres, des plus pauvres. Ce sont des enfants qui ont tout pour être malheureux. Ils naissent avec le sida. Ils ont 50% de risque de mourir avant la 2e année de vie. Ils vont être orphelins. Et ensuite, ils vont être discriminés parce qu'il y aura marqué sida sur le front et on va les laisser tomber dans leur village. Eh bien, ces enfants-là, nous voulons les aider. Nous avons déjà, grâce à Unitaid et avec la fondation du président Clinton, nous avons pu soigner 700 000 enfants. Il nous reste 2 300 000 enfants à faire soigner. C'est pas acceptable. C'est la honte de l'humanité de ne pas trouver l'argent pour ça. Pourquoi ces 3 maladies? C'est une question qui a interpellé nos internautes. Et nous avons reçu une question de quelqu'un qui s'appelle Abbas Amizou. Et il demande que fait l'ONU dans la bataille contre l'Ebola, parce que c'est une maladie meurtrière. En fait, Unitaid, c'est un laboratoire qui voulait prouver qu'avec des petits financements, tout petits, indolores, mais multipliés par des millions, on pouvait changer les choses. Alors, il fallait bien choisir. Donc, au début, on a choisi l'objectif du millénaire 6, c'est-à-dire sida, tuberculose, paludisme. On aurait pu choisir autre chose. Maintenant, on a prouvé qu'on pouvait changer le monde si on trouvait des microscopiques contributions de solidarité comme ça. Mais c'est un gros travail de convaincre les leaders politiques. Et pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que je crois que malheureusement, les chefs d'État, les hommes politiques, dont j'ai fait partie longtemps, donc je n'ai aucune leçon à donner, sont trop locaux. On s'occupe de l'élection chez soi. Quand on est maire d'une ville, on n'est pas maire de l'autre. Quand on est président d'un pays, on n'est pas président de l'autre. Mais on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, la mondialisation fait qu'il faut s'occuper. Si on veut que nos enfants et nos petits-enfants vivent en paix au XXIe siècle, car il s'agit de guerre ou de paix, il faut bien évidemment s'occuper des droits essentiels à la vie, à la dignité de l'homme,
dans les endroits les plus pauvres du monde. La seule solution, c'est des microfinancements comme cela. Et voilà, et vous avez parlé de la taxe sur la transaction financière en Europe. Elle est en train d'être diluée. Est-ce que vous avez des inquiétudes que vous n'allez pas pouvoir recueillir les fonds que vous espériez là-dessus? Alors il y a 10 ans, notre combat c'était de faire une taxe sur les transactions financières. Tout le monde nous disait ça ne marchera pas. Et puis depuis 3 ans, on voit que de plus en plus, les pays trouvent que c'est une très bonne idée. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que nous, on pensait que c'était pour les pauvres, qu'il fallait envoyer l'argent de cette taxe pour les transactions financières aux pauvres. Non, les pays maintenant disent mais c'est pour nous, pour notre budget, pour trouver de l'argent pour nous. Alors je dis aux chefs d'État, très bien, nous sommes en période difficile, période de crise, gardez cet argent, mais donnez au moins 20-25% pour les pays les plus pauvres. Donc c'est notre combat, et donc Mme Merkel qui a accepté de mettre en place la taxe sur les transactions financières, le Premier ministre d'Autriche, mais aussi d'Espagne, d'Italie, de Grèce. La France a déjà mis en place la taxe sur les transactions financières. Et vous allez recueillir combien de pourcentage? Nous, c'est 15% en France. C'est historique. Le président français a accepté que 15% de la taxe sur les transactions financières aille aux pays pauvres. Et ça équivaut quelle somme? Mais pour l'instant, c'est petit, 160 millions de dollars, mais d'euros, pardon. Mais le monde ne sera pas stable si vous laissez des gens gagner $1 par jour. Regardez où Al-Qaïda, AQMI se met. Ils se mettent évidemment uniquement là où il y a l'extrême pauvreté, la misère. Quand vous avez 17 ans, moi j'aurai 17 ans, j'aurai 18 ans, je verrai mon frère, ma mère, mon père et ma petite sœur mourir parce qu'il manque un demi-dollar. Pour un demi-dollar pour soigner le paludisme, pour traiter, pour sauver un enfant, c'est un demi-dollar. Si j'apprends par l'intermédiaire d'Internet, qui arrivera un jour là-bas, que, en plein désert, que je peux déjeuner à Paris pour 40 €, et que pour un demi-dollar, mon petit frère meurt, si quelqu'un à côté veut me manipuler, je crois qu'il pourra me manipuler pour me lancer contre l'Occident. Alors nous avons reçu cette question et je retourne aux taxes sur les transactions financières par un groupe qui s'appelle @Robinhood. Alors oui, je rappelle sûr. que @Robinhood c'est Robin des Bois et c'est un des surnoms pour la taxe sur les transactions financières en anglais. Et eux ils demandent comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet argent ira aux bons endroits. Oui, c'est exactement notre travail. C'est ce que j'explique aux différents chefs d'État. Il faut diviser. Alors, donc, il y a une taxe sur les transactions financières. 15%, 20, 25%, j'espère, ira aux pays les plus pauvres. Il faut se battre pour ça. Et ensuite, je propose qu'il y ait une division en deux. La santé globale, dans des organismes multilatéraux comme UNITAID, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose, paludisme, et puis la moitié pour l'environnement. Alors vous prenez aussi une taxe sud-sud sur le baril de pétrole. Ce serait une taxe qui serait prise directement des pays eux-mêmes africains. Vous en êtes où? Alors ça, c'est une discussion que j'ai avec certains chefs d'État africains. Vous pouvez nous dire lesquels? C'est encore trop tôt, mais je reviendrai vous le dire en premier. C'est en réalité l'idée de se dire qu'il y a des pays africains qui ont la chance d'avoir des ressources extractives, le pétrole, les mines et le gaz. Il y en a d'autres qui n'ont rien. Et donc j'ai trouvé que ce serait bien pour la partie État. Vous savez que lorsqu'on trouve du pétrole dans un pays, il y a une partie pour les compagnies, une partie pour l'État. Cette partie pour l'État, prendre 5, 10, 15 centimes par baril de pétrole, qui permettrait de lutter contre une grave épidémie. 30% des enfants africains sont touchés, c'est la malnutrition chronique. Vous avez parlé de la globalisation, de la solidarité, et c'est attristant quand même, non, que les gens ne vous suivent pas. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hommes politiques, il y a les médias. Regardez, lorsque il y a un accident d'autocar en France d'enfants, c'est affreux, c'est horrible. Il y a 30 enfants qui vont par exemple être blessés ou mourir. Ça sera la une de tous les journaux télévisés en France. Et pourtant, un enfant meurt toutes les 3 secondes, je vous dis bien toutes les 3 secondes, dans le monde, d'une maladie évitable et curable. Pour rien du tout, on aurait évité ça. Il n'y a pas une ligne dans les journaux. On vit comme si ça n'existait pas. Quelqu'un qui a transformé le monde, c'est Bill Gates. C'est un des hommes les plus influents et le plus riche au monde. Il soutient votre fondation, vous le côtoyez. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez pu apprendre à ses côtés?
Je l'ai invité l'autre jour à Paris et il a dit une chose assez incroyable. Il a dit, il a fallu que j'attende plus de 50 ans pour comprendre que la vie que j'avais était une vie très intéressante. Évidemment, j'ai créé Microsoft, etc. Mais je n'avais pas tout à fait donné un sens à ma vie. Et là, je donne un sens à ma vie. Je crois que chacun, que l'on soit sans emploi, avec emploi, journaliste, médecin, homme politique, à un moment donné, il faut donner un sens à sa vie. Vous avez évoqué la politique. J'aimerais bien vous demander quand même de mettre votre casquette de ex-politicien français, parce que vous êtes en plein dans l'innovation. Mais lorsqu'on voit la France, ça semble manquer. Il a besoin de secouer les choses. Comment, à votre avis, secouer les choses d'un niveau économique pour que la France reprenne? Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas suffisamment réformé. On a eu peur. Parce que nous avons des syndicats qui sont très forts, parce que les Français sont souvent des gens qui râlent un peu. Et donc moi-même, le premier, quand j'étais au gouvernement, j'aurais dû être plus courageux, faire des réformes plus courageuses. Et c'est ce qui nous manque. Mais je crois que le moment est venu maintenant. Je crois que les gens ont envie maintenant de bouger, de changer. Ils voient bien que des pays comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie sont en train après avoir été très durement frappés, de se redresser. Vous avez passé beaucoup d'étapes dans votre carrière, cardiologue, ministre, militant. Ce qui m'intéresse, c'est comment on franchit ces étapes différentes, de ministre à militant par exemple. Quelle est la différence entre un militant et un activiste et un homme politique? Les trois pensent vraiment qu'il faut changer le monde. Donc en politique, vous faites des compromis. Parce que vous ne pouvez pas changer comme ça. Il y a les forces, vous avez des parlements, il y a des votes, donc parfois vous êtes battus, parfois vous faites un petit effort dans votre langage pour obtenir un vote. Donc on croit que vous êtes faux, mais c'est un compromis, c'est pas une compromission, c'est pas pareil. Par contre, là où je suis maintenant, je peux vraiment me lâcher, je peux dire, voilà, il faut faire de ces financements innovants, il faut venir à United, il faut éviter les guerres et les conflits en donnant un tout petit peu de droit à la vie pour les plus pauvres. Vous êtes passionné, vous avez passé toutes ces étapes. Quelle est la prochaine étape pour Philippe Douste-Blazy? La prochaine étape, c'est de convaincre les chefs d'État qu'on peut vraiment mettre en place ces microscopiques contributions de solidarité sur les billets d'avion, on l'a dit, on peut faire ça sur les abonnements de téléphone, mais aussi, pourquoi pas avec du privé. Je suis persuadé que Apple, Google, Facebook, Twitter, demain, puisqu'ils sont au niveau mondial et planétaire, peuvent inventer des micro-contributions, arrêter ce capitalisme financier effroyable fait de spéculation et revenir au capitalisme social, à l'homme, à la personne humaine sacrée. Un enfant qui naît à Bamako est aussi important qu'un enfant qui naît à Necker, aujourd'hui à l'hôpital à Paris. Mais la communauté internationale ne pense pas ça. Elle pense qu'un enfant qui naît à Bamako, c'est rien. Et qu'un enfant qui naît à Londres, qui naît à Oslo, qui naît à Paris, ah, c'est un enfant important. C'est pas vrai, c'est le même. Le défi est lancé. Je vous remercie beaucoup, Philippe Douste-Blazy, d'être avec nous dans le programme.